Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro d'Equinox ce soir. Comme il est de coutume, en pareille période et toujours face à la représentation nationale, le Premier ministre Philémon Yan est allé présenter le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour le compte de l'exercice 2019. À la suite de Paul Biya, dans le même hémicycle, le 6 novembre dernier, Philémon Yang a reconnu que l'une des priorités de l'exercice budgétaire à venir reste l'accélération du processus de décentralisation qui sera parachevé par la mise en place des régions. Autre défi majeur pour 2019, l'accélération des préparatifs de la CAN Total Cameroun 2019 et aussi l'organisation des élections législatives et municipales. Tout ceci ne peut être possible si et seulement si le défi d'ordre sécuritaire est relevé. Exercice budgétaire 2019, le Premier ministre fixe le cap. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Exercice budgétaire 2019, le Premier ministre fixe le cap. Pour en parler, je suis avec Georges Sémé. Bonsoir. Bonsoir à vous, M. Otto. Voilà, vous êtes fidèle téléspectateur de votre plateau. Voilà, vous êtes journaliste. C'est bien cela. Et à côté de vous, Marcus Mandeki. Bonsoir. Bonsoir, Georges. Serge Otto, c'est un plaisir renouvelé que de me retrouver sur votre plateau. J'espère qu'ensemble, nous allons pouvoir décortiquer des sujets que vous nous avez présentés avec la satisfaction totale de vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous faites partie de la grande famille de l'Alliance des forces progressistes. Bien évidemment, depuis 2007, je suis militant de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, qui est à tour s'est vu présidé par Maïdadi Seydou lors de sa fondation, puis l'ancien bâtonnier Bernard Mouna, et aujourd'hui depuis quelques années déjà la brave Alice Sadio, qui est la toute première femme élue lors d'un congrès d'un parti politique dont nous y sommes, et tant bien que mal nous essayons d'apporter notre modeste contribution pour l'implémentation de la démocratie au Cameroun. Voilà, lui c'est le président du Manidem. Bombok Dieudonné Yebga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande émission qui est suivie. Il y a des gens qui quittent souvent tôt pour ne pas manquer cette émission, hein, malgré les embouteillages qui nous embêtent. Donc pour dire que il faut tenir bon, c'est une émission. Parce qu'avant, quand elle avait commencé, je pensais que c'était par rapport à l'élection présidentielle. Mais ça a continué, ça veut dire que c'est une grande vision. Okay. Merci d'avoir nourri le rendez-vous. À côté de vous, Célestin Djamène. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir d'être convié à cette émission. Effectivement, je confirme ce qu'a dit tout à l'heure Bombok Yebga. C'est désormais une émission qui compte dans le champ médiatique camerounais. J'en suis ravi. C'est un honneur que vous m'accordez d'être là aujourd'hui. Je vous en remercie. Vous répondez toujours promptement à des invitations. Hein. Merci toujours, pour ça. Toujours. Je suis un soldat de la démocratie. Donc, la révolution, on verra après tout à l'heure si on veut. Mais bon, je suis toujours prêt parce que quand il s'agit des affaires citoyennes, quand il s'agit d'apporter sa modeste contribution à l'éclairage de nos citoyens, de nos concitoyens, eh bien, je suis toujours prêt. C'est aussi notre mission, n'est-ce pas, de contribuer à l'évolution au moins culturelle et mentale de cette société. Vous êtes chargé des droits de l'homme et de la gouvernance Je suis secrétaire national des droits de l'homme et à la gouvernance du MRC, pour ce que j'occupe depuis le mois de juillet 2018. Et j'espère pouvoir continuer à donner le meilleur de moi-même pour satisfaire à de nombreuses demandes de nos sympathisants et militants, mais aussi au-delà de nos concitoyens, parce qu'en vérité, chacun doit œuvrer dans la tâche qui lui a été confiée, et j'espère pouvoir le faire avec beaucoup de détermination. En tout cas, l'avenir nous le dira. Ok. Célestin Djamène, je reste avec vous. Je suis aussi hier, au sortir de... Lorsque le Premier ministre allait présenter son programme, a trouvé que les temps n'étaient pas bons, parce qu'il pense que
on aurait dû leur présenter ce projet-là des semaines longtemps à l'avance. Mais il a conclu en disant que le travail sera bâclé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, les temps ne sont pas bons depuis 36 ans. Je suis navré que M. Ossi le découvre aujourd'hui. Je pense que le Cameroun a sombré dans un déclin économique et industriel sans pareil depuis de très nombreuses années. Souvenez-vous que dans les années 80, M. Biya avait juré de ne jamais aller au FMI. Il se trouve que depuis 1987, il y est allé. Aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement camerounais n'a plus de politique économique. Sa politique économique est dictée malheureusement par le FMI. Aujourd'hui encore, M. Moutazé justifie le retard de ce dépôt de projet de loi au fait que de l'attente de validation du FMI. Donc c'est extrêmement grave. Si le Cameroun n'a plus de politique économique, ça veut dire qu'on est sous tutelle. Ça nous renvoie en 1922 lors de la tutelle. Et après, certains disent même que c'est le FMI, le super ministre de l'économie. Oui. Quand vous lisez ce projet de loi, ça nous renvoie inéluctablement, n'est-ce pas, à l'impact très significatif du FMI. Évidemment, le chef de l'État, quoique illégitime, avait donné ses orientations, mais on se rend bien compte que ce qui transparaît davantage dans cette loi de finances, c'est vraiment la marque, la patte du FMI, dont le Cameroun est sous tutelle économique. Et quand une nation ne peut plus définir sa politique économique, ça veut dire qu'on n'a pas de souveraineté. Si vous ajoutez à cela le fait que le franc CFA c'est une monnaie coloniale et que nous avons signé les accords des APE en 2014, eh bien la boucle est bouclée. Donc le Cameroun n'est plus maître de lui-même. Et c'est extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle nous regrettons que cette élection présidentielle soit passée dans une espèce de mascarade absolument incroyable, parce qu'on va encore avoir malheureusement quelques années de galère économique, et les Camerounais vont encore en souffrir dans leur quotidien. Parce qu'on remarque aujourd'hui le budget passé de 4 600 milliards, environ 4 850 milliards de brouillons, ça fait qu'il y a une augmentation, c'est vrai, significative, d'environ 161 milliards, mais dans la vie quotidienne des Camerounais, on ne voit pas les effets. Le SMIC est toujours à 36 000 francs, 270 francs bruts, ça veut dire qu'en net, il y a des gens qui touchent dans ce pays moins de 30 000 francs. On voit que les prix les denrées de première nécessité sur le marché est toujours extrêmement élevé. On voit bien que le pouvoir d'achat baisse chaque année, et on voit que le taux d'inflation ne fait qu'augmenter. Donc, conséquence des courses, les Camerounais, malgré l'augmentation du budget, on ne sait pas trop à quoi ça sert, sont toujours dans la galère. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'on a un président qui est devenu impotent et incapable de gouverner. Voilà les conséquences que nous avons aujourd'hui. Marcus Mandeki, le gouvernement sous le diktat du FMI, vous êtes d'accord avec ça? Il fallait attendre que le FMI dise ce qu'il y a lieu de faire pour que le projet de loi soit déposé à l'Assemblée. Mais je doute fort qu'il y ait un Camerounais qui pense que le Cameroun soit un pays indépendant et autonome. Nous sommes encore sous la botte de l'Occident, de la France. Nous sommes encore, bien évidemment, sous aspiration du FMI et de la Banque mondiale. Célestin a dit un certain nombre de choses assez pertinentes. Il faut noter aussi que plusieurs de nos ministres de l'économie et des finances sont proposés par le FMI. On a vu avec Essimi Minier, là même on l'a vu avec Paul Moutazé, qui a été proposé par un certain nombre de lobbies au FMI, qui a donné son accord. Donc tout se passe au Cameroun comme si nos compatriotes d'ici et d'ailleurs n'ont pas un certain nombre de capacités sur le plan de la gestion, sur le plan des prévisions économiques, comme si nous étions obligés de pouvoir nous référer à une institution qui a quand même démontré à un certain moment son essoufflement, qui à un certain moment a démontré ses faiblesses. Donc aujourd'hui, très peu, aucun économiste sérieux ne peut dire que le FMI est un bon compagnon pour le Cameroun. Malheureusement, il ne faudrait pas attendre Soubiya que le Cameroun puisse se détacher du FMI. C'est pas possible. Lorsque vous avez des dirigeants qui ont un déficit sur le plan de la légitimité, qui ont un déficit sur le plan de la vision, qui ont un déficit sur le plan même de la volonté politique, je veux dire, il est difficile de pouvoir être autonome. Mais ceci peut bien s'arranger dans le cadre d'une plateforme de discussion entre les partis politiques, la société civile et même les technocrates, parce que au Cameroun on a l'impression aujourd'hui que ceux qui sont des technocrates n'ont pas leur mot à dire. Le Cameroun aujourd'hui devrait être pris non seulement par des acteurs
politiques nationalistes et patriotes, mais aussi beaucoup plus par des technocrates, des personnes qui ont une certaine expertise avérée, qui doivent nous faire un certain nombre de propositions assez objectives et réalistes pour que le politique qui a en charge la gestion et l'harmonie du pays puisse l'implémenter. Nous, à l'AFP, nous continuons à dire ceci, que le Cameroun a besoin de se regarder dans les yeux. Les Camerounais ont besoin de se regarder dans les yeux et de dire, ici ça va mal, tout ce qu'on peut faire. Mais nous restons, malgré ces mots, assez optimistes, mais nous pensons que rien de beau ne peut se faire sous le système actuel. Donc l'impératif serait que nous renouvelons la classe politique, que le système puisse être nouveau, que des hommes et des femmes de valeur puissent avoir. Mais vous voyez très bien qu'aujourd'hui il est difficile de croire aux élections. Nous avons... On va parler voilà, justement, du code électoral. Voilà, nous avons cru aux élections. Malheureusement, Biya a tendance à nous donner tort face à ceux qui depuis très longtemps avaient dit que les élections ne sont pas une garantie d'alternance au Cameroun. On y reviendra dans... Ok, Mbambo Dieudonné Bengane, je aussi dit toujours que Dieudonné Yebga, pardon, que ça aurait pu être un moment d'imprégnation, hein, ce programme, pour les députés à l'Assemblée. C'est le forcing. Pour lui, ça va passer comme sans véritable étude, c'est-à-dire imprégnation de la part des élus. Alors, si nous avions une vraie chambre élue, pas ceux qui sont là pour faire valider ce qu'on leur demande de valider, mais ils allaient refuser de valider ce projet de loi, quitte à conduire le 12e en 2019, c'est-à-dire le budget de l'année dernière, mois par mois, jusqu'à ce qu'on analyse et qu'on adopte de vrais budgets qui s'y avaient. Ils ne sont pas majoritaires, ceux qui peuvent le faire. Ne comptez pas sur la majorité obèse du RDPC pour que les choses n'avancent pas. Justement, c'est pour ça qu'on dit que si on avait une vraie chambre, mais nous savons très bien qu'avec la loi électorale, nous avons été ravis de voir comment on a pu démontrer des failles, ou bien comment est-ce que le régime a bien ficelé une élection présidentielle. Et je vous rappelle que l'élection des députés, c'est exactement le même modèle. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée, c'est des nominations. Donc, qu'on ne s'attende pas à ce que ça change ces jours-ci. Maintenant, il appartient à nous d'élaborer une stratégie pour que ça change. Mais avec la Chambre qui est actuellement, ils vont se tourner les pouces, ils vont faire valider ça parce que c'est leur rôle. Ils n'ont pas autre chose à faire. Ils n'ont qu'à valider. Et puis, ça va passer. Ok. C'est votre avis aussi, Jean Sémé, ça va passer comme c'est arrivé? Bien sûr, le projet de loi de finances est aujourd'hui sur la table de la commission financière de l'Assemblée nationale. Et je pense que avec la majorité confortable du RDPC dans les deux chambres, que ce soit la chambre basse ou la chambre haute, ce projet de loi sera adopté, même si on va observer ces jours-ci le balai des ministres qui viendront défendre leur budget. Il n'y a plus de secret. C'est sûr que ce projet de loi de finances sera tout simplement adopté. Mais je pense que sur l'indépendance du Cameroun face à ses obligations budgétaires, j'aimerais quand même dire qu'en allant négocier ce programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international, c'était se mettre sous le joug et sous la pression du FMI. En termes de dépenses, en termes de prévisions budgétaires, le Cameroun n'a plus le choix. Lorsque vous établissez votre budget, et bien évidemment, l'argument du ministère des Finances, bien sûr, l'argument du ministère des Finances qui dit que c'est parce qu'il fallait faire valider certains points de ce budget par le FMI, c'est un argument valable et recevable. Mais le Cameroun aurait pu éviter ça en n'allant pas négocier un accord d'ajustement structurel avec le FMI. Nous sommes quasiment obligés de faire valider notre feuille budgétaire par le FMI et c'est la raison pour laquelle ce retard a été exacerbé en 2018. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a retard. Et je crois que les députés de l'opposition en majorité l'ont toujours décrié, même avant que le Cameroun entre sous ajustement structurel avec le FMI. Et j'ai parfaitement suivi monsieur aussi qui dit qu'il s'agit d'une manœuvre politique du parti au pouvoir afin que les députés de l'opposition ne s'imprègnent pas convenablement de ce document afin de le défendre. Mais je pense que c'est n'est pas seulement en 2018 que cela a été constaté. C'est pas nouveau, c'est depuis des années. Et on espère simplement que lors du passage des ministres
devant les députés, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les députés de l'opposition porteront quand même des amendements afin qu'on ne dise pas qu'ils ont fait de la figuration, mais le secret, il n'y a plus de secret, ce projet de loi de finances va tout simplement passer et il risque même d'être adopté à 4 850 milliards de francs CFA comme c'est le cas actuellement. Ok, le premier défi, je l'ai dit, c'est la sécurité. Il y a plusieurs régions du Cameroun il y a plusieurs foyers de tension, on va les dire comme ça, l'extrême nord, l'est, le nord-ouest et le sud-ouest. Pour Paul Biya, le gouvernement répondra par la force aux attaques des sécessionnistes. Oui, mais il a dit le 6 novembre. Je crois que depuis quand même quelques années, on s'est bien rendu compte que le président de la République gouverne par la parole. Un chef d'État n'est pas dédié simplement à la parole. Il faut aussi des actes. Qu'est-ce qu'on constate depuis maintenant pas mal de temps? On se rend compte que la plupart des promesses qui ont été faites, aussi bien pendant les campagnes électorales précédentes que dans la gestion de la vie des affaires du pays, il n'y a aucun acte concret qui a été posé. Bon, maintenant, on nous parle des grands projets, de barrages électriques tels que Menvele, Lompanga et Bekin. On se rend bien Machigal, et on se rend bien compte que aucun de ces 3 barrages n'est opérationnel aujourd'hui. Nous sommes encore dans un pays qui souffre de délestage, encore aujourd'hui. Malgré les nombreux cours d'eau dont nous bénéficions par la nature au Cameroun, il n'y a rien qui est concrétisé depuis 2011 que ces projets ont été annoncés. On parlait à l'époque des grandes ambitions, vous vous rappelez très bien. Alors maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, l'affaire des séparatistes du Cameroun pose un vrai problème parce que... le défi sécuritaire, je veux qu'on reste là-dessus. Oui, le défi sécuritaire. Il faut rétablir la paix sur l'ensemble du territoire camerounais. Oui, notamment, on sait qu'il y a 3 foyers essentiels d'insécurité au Cameroun, notamment à la frontière avec la Centrafrique. On a l'extrême nord à Boko Haram qui a été relativement résorbé. Et on a ensuite cette guerre stérile et stupide. Relativement, vous dites? Oui, je pense que nous ne sommes plus dans les tensions que nous connaissions en 2013-2014 dans l'extrême nord. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'en profite d'ailleurs pour lancer un vibrant salut à nos forces vaillantes armées qui ont fait un travail patriotique qui n'a rien à voir avec leur chef, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, moi je dis que simplement que la focalisation sécurité doit être concentrée aujourd'hui. Je laisse même de côté la CAN qui sera organisée éventuellement par le Cameroun, mais surtout dans les 2 régions nord-ouest sur l'ouest. Mais sur ce point, je m'empresse encore de dire que cette guerre aurait pu être évitée s'il y avait une vraie volonté de dialogue. On a vu l'autre jour, monsieur le cardinal, sa sérénissime, son éminence Christian Toumi, qui a initié quelque chose d'extrêmement intéressant et important, la conférence, l'anglophone conférence, qui a été quasiment annulée par le pouvoir. Non, lui-même dit que c'est pas annulé. Non, lui, il met les formes, si vous voulez, mais on sait très bien que cette conférence, dont la date... Le pouvoir ne se tiendra pas? Non, elle ne se tiendra pas. C'est comme les enquêtes chez nous, quand on les ouvre, c'est pour enterrer les affaires. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, la première avait été déjà reportée, avec une date bien précise, la seconde a été, entre guillemets, reportée sans date précise, ce qui veut dire, c'est mon avis, qu'il n'y aura plus de conférence anglophone, parce qu'il n'y a pas de raison rationnelle, en tout cas aujourd'hui, pour qu'on puisse repousser cette conférence, qui est pourtant nécessaire. Parce que pendant ce temps-là, les gens sont tués, les civils comme les militaires. Donc, quelle est la raison objective aujourd'hui qui permette au gouvernement de dire que on va encore reporter cette conférence, qui peut offrir une chance de paix pour le Cameroun, dont il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement, comment dirais-je, d'éteindre ces foyers de guerre. Le gouvernement plutôt joue sur le pourrissement, le chaos. Regardez par exemple lors des dernières élections, on sait très bien que M. Biya s'est octroyé 85% de votes là-bas, alors bien même que c'est lui qui a provoqué la guerre. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, il faut mettre beaucoup d'argent pour ramener la paix. Il y a beaucoup de réfugiés en interne et il y a beaucoup de réfugiés en externe, environ 60 000 réfugiés à la frontière Cross River avec le Nigeria. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont partis du sud-ouest, nord-ouest pour Bonaberi, pour Yaoundé, etc., comment est-ce qu'on va les reloger? Il faut les faire éventuellement revenir chez eux. Il faut reconstruire les maisons qui ont été incendiées par quelques éléments zélés des forces de sécurité. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et au quotidien, il faut assurer la sécurité des habitants. Vous avez des preuves que c'est l'armée qui... évidemment. Attendez, vous vous rappelez de M. Milingui, un certain général, me semble-t-il, qui a fait une interview à Mutation, qui déclare que il avait mis le feu. C'est-à-dire que quand il constatait qu'il y avait un revolver dans une maison, il mettait le feu au village. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été limogé. Parce qu'il a fait une déclaration publique extrêmement grave, mais pourtant réelle. Donc aujourd'hui, il y a certains éléments de l'armée,
faut jamais jeter l'opprobre sur l'armée en général, mais il y a certains éléments, évidemment, qui ont fait des aveux, qui ne maîtrisaient pas très bien le terrain, d'où l'impulsivité qui les a poussés à faire la politique du chaos, à mettre le feu partout, ce qui a provoqué la fuite des habitants aussi bien dans la partie nord du nord-ouest, c'est-à-dire que la frontière nigériane, et ceux qui sont déplacés en interne. Donc ça pose un réel problème. Il faut reconstruire. Et avant de reconstruire, il faut le dialogue. Mais le gouvernement ne veut pas de dialogue. Ça pose un problème éthique et moral. Comment voulez-vous reconstruire s'il n'y a pas de dialogue possible? Alors, le gouvernement, depuis 2 ans, avant que les armes ne crépitent, aurait pu, à travers le président de la République, lui-même, au minimum, faire un déplacement. Il ne l'a pas fait. Donc, il a envoyé des seconds couteaux, M. Philemon Yan, M. Ngalebi Beye, M. Gaga Manadji. Qu'est-ce qui pouvait apporter de consistant? Rien. Quand l'unité nationale, Serge Alain, est menacée, il revient au président de la République sur la base de l'article 5, puisqu'il est garant de l'intégrité nationale, de l'unité nationale, lui-même de prendre les choses en main. Il ne fait pas. Pourquoi est-ce qu'on est élu, même si je mets les guillemets, on est élu pour aller au charbon, pour aller sauver le Cameroun des flammes, quand c'est le cas. Aujourd'hui, il y a une vraie question anglophone, il y a une guerre réelle qui a éclaté dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que les Camerounais tirent sur les Camerounais, et sur l'État pensent que non, c'est rien du tout, il faut envoyer le second couteau. Moi j'ai dit non. Aujourd'hui, il y avait une fenêtre de tir pour essayer de ramener un semblant de paix, mais on annule la conférence. Ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, M. Biya ne compte que sur le pourrissement et sur la guerre, pour maintenir son pouvoir et apparaître comme le sauveur. Ça, c'est absolument inadmissible. Ok, Georges Sémé, Est, extrême nord, sud-ouest et nord-ouest, on va encore beaucoup dépenser là, pour la guerre. Bien, jusqu'aujourd'hui, si ça ne s'arrête pas. Les prévisions budgétaires ne disent pas que l'enveloppe du ministère de la Défense a augmenté. C'est le budget global qui est proposé en augmentation. Je pense qu'il y a des dépenses qui vont être effectuées, mais le Cameroun n'est pas encore un budget militaire, comme on le voit dans certains pays. Mais la question sécuritaire, bien évidemment, est prise en considération dans le projet de loi de finances qui est proposé. Et il n'y a pas que la sécurité, même si on a abondamment parlé de ce domaine. Il y a 3 foyers. Le plus parlant aujourd'hui, c'est celui des 2 régions anglophones, mais n'oublions pas que dans l'extrême nord, ça reste persistant. Et à l'est, dans une moindre mesure. Donc, je pense que ce projet de loi de finances devrait en réalité prendre en considération ces dépenses budgétaires en matière de sécurité. Le budget tel qu'il est proposé et à la lumière des propos tenus hier par le Premier ministre, je pense que c'est un budget qui est économique et social. Parce que il a parlé de mettre l'accent sur certains plans d'urgence qui ont été lancés par le gouvernement depuis le 2015, je crois. Il y a le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et de l'emploi, mais il y a également le plan spécial jeune de 102 milliards qui a été lancé déjà depuis quelques années. Bien évidemment, il y a l'actualité sportive. Il faudra intégrer les dépenses relatives à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette question qui intéresse les hommes politiques qui sont sur ce plateau, c'est l'accélération du processus de décentralisation. Alors, ces dépenses sont opportunes, mais l'accent devrait également être mis sur la sécurité, pas seulement sur la militarisation d'un budget, mais également budgétiser pour trouver les voies et moyens pacifiques pour résoudre les 3 foyers de tension qu'on observe aujourd'hui sur les triangles nationaux. Donc on attend de voir comment les ministres, chapitre par chapitre, vont dérouler leurs propositions et on verra si, en matière de sécurité, le budget du ministère de la Défense a augmenté. Mais je pense qu'on devrait autant favoriser les dépenses sur la sécurité que les dépenses sur le plan économique et social. Voilà, vous avez parlé de pacifier le Cameroun. Hein. Il est question, puisque le Premier ministre a dit qu'on va organiser les municipales et les législatives en 2019. Oui, on l'a vu avec l'élection présidentielle. Oui. La présidentielle s'est bien tenue dans les régions anglophones, mais avec quel taux de participation? Voilà. Un taux de participation assez scandaleux, qui faisait les 5% ou 14%. Oui. Donc c'était une sorte de parodie d'élection une sorte de parodie d'élection qui a mécontenté beaucoup d'hommes politiques sur ce plateau. Et je pense que si on ne résout pas sérieusement la question de la sécurité dans ces 2 régions anglophones, les élections municipales et législatives et éventuellement les régionales vont se dérouler dans cette même ambiance avec un taux de participation extrêmement faible. Donc, on gagnerait bien évidemment à décaisser de l'argent, pas pour acheter suffisamment des armes, pas pour briser absolument la dynamique
belligérante qu'il y a aujourd'hui du côté de ces deux régions, mais également pour trouver des voies et moyens pour installer un climat de paix. Mais lorsque on observe, on lit entre les lignes le discours du président de la République qui a été prononcé le 6 novembre, apparemment on privilégie plutôt la méthode forte que la méthode pacifique. Avec le budget qui va donc certainement être voté, on attend de voir ce que nous réserve l'enveloppe du ministère de la Défense. Voilà, il a exactement dit, le gouvernement répondra par la force aux attaques des sécessionnistes. Aux entrepreneurs de la guerre. Marcus Mandeki, le problème va se poser encore en 2019, la participation véritable des populations du nord-ouest et du sud-ouest pour les municipales et législatives. Mais la crise anglophone va à sa 3e année. Oui. Et nous avons... On n'a pas espoir qu'avant cette date, les choses rentrent à la normale. Nous avons eu 2 budgets après le lancement de cette crise-là qui n'ont malheureusement pas apporté des solutions. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau exercice sur le plan budgétaire qui malheureusement ne pourra pas apporter des solutions aux différentes crises qui sévissent au Cameroun. Non, il faudrait dire une chose de manière claire. La solution militaire ne peut pas être celle qui doit être menée pour pouvoir solutionner la crise anglophone, puisque c'est elle qui est aujourd'hui un caillou sur la pierre du système aujourd'hui. Ce qu'il faudrait faire, et ça je crois que les dirigeants le savent très bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont non seulement un déficit sur le plan de la vision, mais il leur manque aussi une volonté de pouvoir pacifier cette zone-là. Je vais vous dire une chose, cette guerre-là, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui sont très haut placés au niveau de l'état-major militaire. Donc, il y en a qui n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre-là puisse s'achever aujourd'hui, parce que ce sont des marchés qui sont en train d'être passés, ce sont des armes qui se font acheter dans le noir avec un certain nombre de commissions qui sont offertes à ceux qui sont en charge de pouvoir manager la passation des marchés. Donc aujourd'hui, la solution à la crise anglophone ne peut être que le dialogue, un dialogue inclusif, pas seulement avec les acteurs sociaux et les acteurs politiques, mais avec les populations concernées. Voilà pourquoi la All Conference était une solution pour pouvoir résoudre ce problème-là, parce qu'il est question de discuter avec ceux qui sont sur le terrain. Avant l'élection présidentielle, l'AFP qui accompagnait le candidat Akere Mouna s'est rendu dans ces zones-là, pas seulement pour faire du tourisme, mais pour discuter avec le clergé, avec les autorités traditionnelles, avec les populations, pour comprendre quels sont les éléments qui reprochent au système. Et ils ont fait un certain nombre de propositions, des propositions qui sont connues par ceux qui nous gouvernent, mais qui malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, n'ont aucun intérêt à ce que cette crise-là puisse trouver de solutions. Dans l'incapacité du système à pouvoir marquer sa véritable volonté à solutionner ce problème, il revient à nous, entrepreneurs politiques, il revient à nous, populations victimes, parce que de manière directe ou indirecte, ceux qui sont dans les zones francophones sont aussi victimes, parce que de nombreuses personnes sont en train d'héberger nos compatriotes qui sont partis des zones anglophones là pour se retrouver ici, et avec les moyens limités qui sont les nôtres, vous voyez très bien que ça a un coût, ça pèse. Donc nous avons plus qu'un devoir, l'obligation de mettre en œuvre des stratégies pour que cette crise-là puisse être solutionnée. Ce n'est pas l'augmentation du budget du ministère délégué à la défense qui pourrait avoir des éléments de solution à cette crise-là. Il faudrait que nous nous associons tout autour d'une table et que nous ayons un dialogue franc, que chacun prenne ses responsabilités, parce que c'est pas mauvais d'avoir commis des erreurs, mais c'est le fait de ne pas reconnaître d'avoir commis des erreurs qui peut être fatal. Donc il faudrait que nous nous assoyions, que nous prenions nos responsabilités et que chacun dise, à un moment, je n'ai pas eu la bonne vision, à un moment, j'ai pris des décisions qui ne sont pas bonnes. Oui, parce qu'il y a de nombreuses décisions qui ont été très mal prises, notamment l'arrestation du magistrat devenu avocat aujourd'hui, Ayapola Biné, de Abombala et de plusieurs autres encore qui sont dans des prisons
Douala, Yaoundé, Kumba et Boya. Il faudrait mettre sur pied, sur le plan, peut-être pas encore national, mais local, une commission de réconciliation et de vérité, parce que les gens veulent parler, les gens veulent communiquer, les gens veulent s'exprimer, les gens ont des choses pertinentes à dire. Quand vous voyez aujourd'hui l'élan sécessionniste prendre beaucoup plus d'ampleur, ce sont des Camerounais, ce sont des patriotes que le système a réussi malheureusement à radicaliser. Très peu d'anglophones partageaient la conviction de la sécession. Beaucoup pouvaient être pour le fédéralisme, mais malheureusement, face à un déficit de politique qui pourrait accorder non seulement le développement local, mais l'épanouissement de nos compatriotes dans le nord-ouest et le sud-ouest, ceux-ci se sont vus obligés de pouvoir se radicaliser et de prendre des positions qui au départ n'étaient pas les leurs. Mais aujourd'hui, les causes sont là, les conséquences sont aussi là. Il est question aujourd'hui d'apporter un certain nombre de propositions. Et nous, à l'AFP, nous avons fait des propositions. Nous avons demandé à ceux qui nous dirigent de pouvoir convoquer les Camerounais d'ici et d'ailleurs, afin que chacun puisse dire quels sont les éléments qui peuvent être mis sur la table pour que l'ordre, la paix, le développement puissent s'implanter dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Ok, un autre défi, le même défi, on parle de l'organisation des élections législatives et municipales, mais ce sera toujours la même récrimination, code électoral et les CAM. Alors, code électoral et vous croyez que quelque chose peut changer d'ici octobre 2019? Je vais vous dire que rien ne pourra changer par rapport à... Donc vous irez aux élections avec le même code? L'élection va se passer avec le même code électoral, ce qui est sûr. Maintenant, il faudrait qu'on s'organise. Parce que quand vous regardez comment est-ce qu'on a élaboré ce système électoral, parce qu'il ne faut pas seulement parler du code électoral, c'est un système électoral. Oui. Ce système électoral a été fait d'une façon que ceux qui l'organisent ne pourront jamais perdre. Et je vais illustrer par des faits. Les élections se passent le dimanche. Et nous savons que quand il faut aller au Conseil constitutionnel, on va vous demander si vous avez trouvé des irrégularités, d'apporter des preuves. Et ces preuves doivent être soutenues par un constat d'huissier. Or, quel est l'huissier qui viendra donc faire ce constat le dimanche? C'est un problème. Alors, pour que ce constat soit fait le dimanche, il faudrait qu'une ordonnance soit signée par un président du tribunal. C'est comme si vous qui avez des voitures, vous voulez faire un constat d'accident avant l'accident. Cela ne s'est jamais fait. Il faut d'abord faire l'accident avant d'appeler la gendarmerie ou la police. Mais quand vous allez donc chez le président du tribunal lui demander une ordonnance pour aller constater une fraude qui va se faire un dimanche, mais il va vous dire que, mais attendez d'abord qu'il y ait fraude. Comment vous voulez m'imposer de vous donner une ordonnance? Donc ça rentre donc dans ce système électoral qui est mis en place pour que quand la commission Clément Atangana va siéger, on va vous demander que mais justifiez vos preuves. Où est le constat d'huissier? Le constat d'huissier n'est pas disponible parce que c'était un dimanche et le président du tribunal ne lui a pas donné une ordonnance. Et en ce moment-là, l'ECAM, qui est la chambre noire, va donc fabriquer. La chambre noire? C'est une chambre noire, je l'explique. Il y a 4 structures qui gèrent les élections. Il y a la commission locale, qui est connue de tout le monde. Il y a les représentants des candidats, les représentants de l'administration de l'ECAM, et le déploiement est fait publiquement. Quand vous finissez de remplir les procès-verbaux dans cette commission locale, vous transmettez les PV au démembrement de l'ECAM. Et la loi 115 dit, le PV de l'ECAM fait foi. Et c'est donc l'ECAM qui transmet son PV à la commission départementale, où le président du tribunal est le président de cette commission, et tout le monde est là, et vous ne regardez que le PV qui vient de l'ECAM, qui l'a fabriqué. Et c'est ce PV-là, ces PV-là qui sont collectionnés, synthétisés et renvoyés cette fois-ci à la commission nationale de recensement de vote. Et c'est sur cette base que la commission prépare donc son rapport pour le Conseil constitutionnel. Et quand j'appelle l'ECAM chambre noire, parce que là, tous les membres de cette chambre de l'ECAM sont nommés par le président du Conseil de l'ECAM.
Alors, en ce moment-là, et tant que l'ECAM existe, tant qu'on n'a pas une commission indépendante, rien ne sera fait. Et il faudrait donc une révolution forte, une révolution qui va mettre en mal ceux-là qui sont dans la chambre noire pour qu'ils fassent sortir ce qui est entré. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème, nous allons aller aux élections pour mobiliser. Parce que vous avez vu, et cette fois-ci, et je tiens à remercier les avocats du MRC et du SDF qui ont montré aux yeux du monde entier ce que nous décrions depuis longtemps. Et nous pensons donc que comme la population est désormais réceptible par rapport à ce que nous apportons souvent, et nous allons donc continuer à faire, à mobiliser, à former pour que éventuellement l'année prochaine, parce que je ne suis même pas sûr qu'il y aura une élection l'année prochaine, éventuellement l'année prochaine et pendant les élections, qu'on puisse faire quelque chose de différent. Ok. Célestin Djamène, malgré ce tableau sombre, vous avez quand même pu être élu à Douala-Premier. Oui, avec le même code électoral, on aurait pu être majoritaire. Oui. On a quand même laissé passer quelques failles pour... On aurait pu être majoritaire s'il y avait un meilleur code électoral. Non, je crois que le problème fondamental, et c'est ça que les candidats... C'est pas le code électoral, c'est le code électoral le problème? Le code électoral, c'est un problème, un document vital dans un processus démocratique. Parce qu'en vérité, ce qu'on va brandir plus tard, après les élections, ce sont les lois, ce sont les articles. Regardez par exemple, tout à l'heure, Bombok a cité l'article 115 alinéa 4 du Code électoral qui dispose effectivement que seul le PV du président du bureau de vote fait foi. Ça veut dire que vous n'êtes que des figurants. En fin de compte, les représentants, ce ne sont que des figurants puisque leur PV ne vaut rien du tout. Donc ce qui est apporté devant la commission départementale de supervision, aussi bien que devant la commission nationale de recensement des votes, c'est le PV, n'est-ce pas, du président du bureau de vote. Maintenant, il y a une question qui me semble fondamentale. Vous avez vu lors des dernières élections que, effectivement, la commission de recensement de vote a brandi 32 PV, je dis bien 32 PV, équivalent à 32 départements. Ce qui équivaut au bas mot à 1 300 000 voix. Des PV non signés. Alors même que sur la base de l'article 69, la loi électorale exige la signature de tous les PV. Monsieur Aimé Essombe, on l'a vu en direct le 17 octobre, a présenté un recueil de PV non signé. Ce qui relève tout simplement d'une voie de fait en droit. Ça veut dire que si par exemple, monsieur Serge Alain-Autou dit que je lui dois quelque chose, et que malheureusement, entre-temps, je lui ai fourni un chèque sans signature, que je verse ce document devant un juge, le juge a le devoir de relever ce moyen d'ordre public d'office. Ça veut dire qu'un chèque sans signature n'a aucune valeur. Je dis bien aucune valeur. Un PV non signé n'a aucune valeur. Du coup, on n'a même pas besoin de demander des preuves à l'autre. Puisque le document fourni à l'instance qui doit décider n'est pas signé. Donc, en conséquence, M. Biya a été proclamé vainqueur sur la base de faux documents. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais fourni le moindre début de commencement de preuve par rapport au bordereau d'émargement. On aurait pu apporter des éléments de preuve en fournissant aux plaidoiries, aux différents plaidoyers, n'est-ce pas, la preuve matérielle des bordereaux d'émargement, ce qui n'a pas été fait. On ne va pas refaire. Non, on ne va pas refaire. Nous sommes du code électoral. Le Premier ministre a fixé le cap. On va organiser les législatives et municipales l'année prochaine. Comme l'a dit Maureen. Oui, le problème, avec le même code électoral, c'est ça? Il faut le réformer. Récemment, pas plus tard que lundi, monsieur le professeur Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto, a dit effectivement que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que si nous reprenons le même code pour faire les mêmes élections, il y aura les mêmes conséquences. Donc c'est la raison pour laquelle il est utile, il est indispensable que l'Union africaine se penche sur cette affaire. Parce que on parle d'élections, on investit de l'argent pour les élections. L'année 2018 qui s'achève c'est un budget d'environ 50 milliards dégagés. Mais on voit très bien que les candidats ont eu, pour certains, 15 millions seulement, à quelques jours du jour J, ce qui est absolument incroyable, alors que le parti au pouvoir disposait des moyens de l'État. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, pour aller à une élection, il faut qu'il y ait des règles équitables.
Tant que ce code n'est pas profondément nettoyé, toiletté, il ne peut pas y avoir d'élection crédible au Cameroun. Et je rappelle que le Cameroun, pour chuter, le Cameroun a signé des conventions, notamment la Charte africaine des droits de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance. Dans son article 17, le Cameroun s'engage à tenir les élections régulières, permanentes, justes, crédibles, par des organismes impartiaux et neutres. Monsieur Camteau XVI a plaidé sur une récusation des membres du Conseil constitutionnel. Et donc, monsieur Sénégalien, on ne le fait pas. Je dis que monsieur Yan met l'argent dans quoi? Non, on ne le refait pas. Le Premier ministre était hier à l'Assemblée nationale. Oui. On parlait d'élections municipales et législatives. Mais c'est avec le code. Voilà. Oui. On n'est pas là. On avec le code électoral. Et ce code vous a quand même permis d'être élu. Ça nous a permis d'être minoritaire, alors qu'on aurait pu être majoritaire. Okay. C'est là la vérité, en fait. Voilà, un autre point. Oui. Un autre point, Jean Sémé, il y a la CAN Total Cameroun 2019. Le Premier ministre dit ceci: il faut tout mettre en œuvre en vue du parachèvement des infrastructures de la CAN 2019, sportive, routière, hospitalière, de télécommunications et de transport. À quelques mois de la date butoir, parce qu'on sait que c'est en décembre, que les stades doivent être livrés. C'est bien cela? Ben écoutez, oui, c'est bien cela. Voilà. Écoutez, tout à l'heure, on parlait du budget. Que les choses... tout à l'heure, on parlait du budget. Tout à l'heure, on parlait du budget. On s'est retrouvé en train de parler du contentieux post-électoral. Et vous me posez une question sur la CAN. Je vais répondre sur les préoccupations du gouvernement sur la possibilité de l'organisation de cette CAN. Je partage tout à fait votre point de vue sur ce pessimisme organisationnel lorsqu'on jette un regard sur l'évolution des chantiers de la CAN. Vous savez que les chantiers de la CAN ne concernent pas seulement les stades, et lorsqu'il faut même seulement parler des stades Tito-Saint-Suivi, on n'est pas très avancé. Il y a également d'autres infrastructures qui concourent à l'organisation de cette grande compétition. Et si mes notes sont bonnes, je crois que le Cameroun bénéficie de l'organisation de cette Coupe d'Afrique depuis 2014. Alors on est encore à s'interroger comment en 2018 on en est encore à passer certains marchés dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Cameroun gagnerait certes à augmenter la cagnotte qui va participer au parachèvement des divers chantiers, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de politiquement incorrect, parce qu'on serait déjà en train de présenter tous les bijoux en ce qui concerne les infrastructures sportives, routières ou hospitalières à la CAF, afin de leur dire que nous sommes déjà prêts. Mais on en est encore des balbutiements budgétaires, en train de passer des marchés, et on en est même encore à des conflits entre personnalités sur qui fera quoi dans tel ou tel chantier. Mais je crois qu'il est tout à fait opportun d'augmenter de l'argent pour accélérer les chantiers, même si on observe quand même qu'il y a déjà un retard assez considérable. Et pour parler de l'endettement, je crois qu'il y a 2 mois, le FMI a mis un haro sur cette velléité d'endettement du Cameroun, qui avait déjà dépassé son plafond d'endettement à l'extérieur de 500 milliards de francs CFA, alors que nos dirigeants s'apprêtaient encore à commander de l'argent à l'extérieur. Le FMI les a tapés sur les doigts en leur rappelant que, écoutez, vous avez présenté ce plafond, vous n'avez pas le droit de le dépasser. Donc c'est extrêmement grave pour les finances publiques de notre pays, et on espère que avec les différentes levées de fonds qui sont opérées sur le marché, sur les capitaux intérieurs, on arrivera à faire avancer les chantiers de la CAN 2019. Mais on est franchement désolé d'observer que notre pays est sous asphyxie financière, et on est parfois obligé de passer par des pirouettes financières pour clôturer ce budget qui est une fois de plus en augmentation, en totale contradiction avec les prescriptions du FMI, malheureusement. Oui, Marcus Mandeki, quand vous regardez, on va dire comme ça, le cahier des charges, on va vers ce que la CAF nous demande. Mais vous êtes mieux placé pour nous informer. Vous êtes un journaliste. Vous êtes un observateur. Et je vous vois de temps en temps mener un certain nombre d'investigations. Nous étions justement à Japon aujourd'hui. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué, c'est embarrassant. Une fois de plus, nous allons être la risée. Vous rappelez que Japon, l'entreprise dit que ce sera plutôt livré, selon notre reporter, ce sera plutôt livré en mars et non plus en décembre. Voilà, vous voyez que vous avez un certain nombre d'informations qui nous laissent assez pessimistes sur la capacité de nos dirigeants à pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, nous avons voulu que cette belle fête-là se passe de manière
enthousiasme qu'il y ait quand même un accord parfait entre les populations, nos dirigeants et nos frères africains qui viendront savourer cet événement avec nous. Jusqu'aujourd'hui, l'État du Cameroun ne nous a pas présenté le projet d'organisation de cette CAN. Les opportunités, la nécessité, qu'est-ce que ça va nous coûter, quelles seront les retombées. Personne ne peut répondre, même ceux qui sont en charge de pouvoir organiser cette CAN ne peuvent vous dire quelle sera la plus-value en termes après investissement, parce que c'est un investissement que nous allons faire. Mais en retour, qu'est-ce que nous aurons à court terme, à moyen et à long terme? Ça, c'est encore tout un flou. Vous parlez de Douala, mais il faut aller à Bafoussam. Vous allez voir que la ville de Bafoussam n'a pas de route. C'est assez compliqué. Il n'y a pas d'électrification sur les pistes de Bafoussam, sur la route qui mène au stade. Quand vous regardez à Bafoussam, le stade qui est situé à environ 20-25 km sur la route de Fumbot a des difficultés sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire que tout au long de cette route-là, il y a très peu de cases, donc il y a des risques d'agression. Vous pensez que rien ne sera fait d'ici... C'est difficile. Quand vous allez à Bouya, vous voyez bien que le stade de Bouya, tout autour n'est pas encore électrifié. Donc il y a un certain nombre d'indices qui ne peuvent pas nous permettre de dire que le Cameroun, malgré le fait que nous ayons eu cette organisation depuis 4 ans, n'a pas la capacité. Ce n'est pas le Cameroun de manière générale, parce qu'il ne faudrait pas que nos frères africains qui nous écoutent là, ou il y a d'autres managers de sport, pensent que les Camerounais n'ont pas l'expertise pour organiser de pareils événements. Ce sont ceux qui ont en charge l'organisation de cette CAN au niveau du Cameroun qui sont défaillants, qui n'ont pas non seulement la volonté, mais la capacité de pouvoir manager la mise en œuvre, non seulement des... Parce que vous parlez des infrastructures sportives, mais il y a des hôtels. Ouais. Combien d'hôtels à Bafoussam, à Douala, à Garoua? Mon Dieu, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Garoua il y a quelques jours, lorsqu'on a vu un hôtel en construction s'effondrer. C'est un gros risque. Est-ce que les sociétés d'assurance ont été sollicitées pour souscrire aux garanties au niveau des investissements qui sont... Parce que ça va très vite et le risque aussi qu'il y ait des accidents est tout à fait élevé parce qu'on est aujourd'hui dans la précipitation. Il faut rattraper les délais, après il faut proroger et puis il faut augmenter l'enveloppe qui ne correspond plus malheureusement aux prévisions qui ont été faites. Aujourd'hui au Cameroun, l'enjeu ce n'est pas l'organisation d'une CAN chez nous. Notre pays a des besoins beaucoup plus grands. Notre pays n'est pas en paix. Les Camerounais ne sont pas en harmonie avec leurs dirigeants. Donc, ce serait difficile de voir des Camerounais qui sont des passionnés de sport en général et de football en particulier. Tout Camerounais est un footballeur. Vous ne verrez pas un Camerounais, même s'il est handicapé, physique ou moteur, ne pas avoir l'envie de pouvoir toucher au ballon, ne pas avoir l'envie de regarder un match de football. Mais nous sommes un peu mis au banc de touche, nous sommes dégoûtés, nous sommes exclus pratiquement de cette belle fête-là que nous aurons bien voulu vivre. Je parlais tout à l'heure des infrastructures routières. Quand vous allez à Bonamoussadi, où il y a un stade d'entraînement, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si depuis 4 ans, la route qui relie Dedo à Bonamoussadi en passant par Bepanda n'est pas encore opérationnelle. Quand vous passez à Makepe au niveau du parcours Vita, c'est pratiquement, Célestin maîtrise bien cette route-là, c'est pratiquement impraticable. Quand vous allez à Japoma, au niveau de Niala, on n'a pas encore résolu le problème de Ndokoti avec ces embouteillages. Quand vous êtes à Yaoundé pour le stade qu'ils ont baptisé Paul Biya, que nous allons bien évidemment le rebaptiser lorsque nous allons mener. Bien sûr, ça c'est sûr. Donc, il y a un certain nombre d'images. Il faudrait que nos dirigeants fassent appel aux Camerounais qui peut-être ne sont pas politiquement marqués, mais qui ont une capacité à pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Moi, je disais tout à l'heure qu'il faudrait qu'on prenne en considération les avis, les propositions des technocrates camerounais. Ils sont au Cameroun,
ils sont dans d'autres pays africains, ils sont en Europe, ils sont en Asie, ils sont dans les Amériques. Ceux-là doivent être sollicités pour apporter leur modeste contribution à la construction d'un Cameroun qui se gouverne. Je voudrais dire que Marcus a tout à fait le raison de mettre le doigt sur effectivement cet aspect où on se focalise uniquement sur les terrains. Une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas que des stades. Non, le Premier ministre dit qu'il faut... Voilà. Mais en même temps, on est le 22... sportives, oui. routières, hospitalières... Supposons même que ce ne soit pas des stades. Il l'a dit. Serge Alain l'a rappelé le 22 il faudra même novembre. On avait prévu de livrer les travaux le 31 décembre. Il nous renvoie maintenant au mois de mars. Bon, on sait très bien que même au mois de mars... c'est l'entreprise qui dit. Oui, mais ils ne pourront même pas les tenir. Parce qu'en vérité, nous sommes des patriotes, on aimerait bien que cette CAN s'organisât au Cameroun. Mais le problème, c'est que sur le plan organisationnel et infrastructurel, ils n'auront pas le temps nécessaire pour le faire. Parce qu'en vérité, pourquoi? Parce que quand vous regardez par exemple, Marcus l'a rappelé, entre Dokoti et Niala et Japoma, où sont les routes? Vous avez 50 000 spectateurs dans un stade. À la fin du match, comment seront-ils déployés? C'est un chaos qui sera généralisé. Je ne parle même pas du stade de Kwekon, à Bafoussam, qui a quelques encablures entre Fumbot et Bafoussam. Je ne parle pas de Limbé, qui est en pleine zone d'insécurité. Qu'est-ce qu'on va faire de Limbé aujourd'hui? Et les Ambazoniens menacent encore aujourd'hui. Que va-t-on faire? Alors, on n'a pas encore signé d'accord cadre sur la sécurité, même si le chef des inspections a dit qu'il était satisfait, entre guillemets, mais c'est l'Assemblée de la CAN, de la CAF qui va décider. Donc aujourd'hui, on est sûr de rien du tout. Alors on ne serait pas surpris que dans quelques mois, je ne vais pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, que la CAN soit retirée au Cameroun. Mais ce qui est important, c'est que ça se fait dans un contexte d'endettement public extrêmement colossal. Nous avons pratiquement 1200 milliards de dettes publiques. Donc 461 milliards de dettes publiques extérieures, comprenez? Et donc on prévoit encore des titres publics à émettre, ça veut dire que des emprunts publics obligataires qu'on va encore émettre, et c'est encore beaucoup d'argent qu'on va mettre de manière pratiquement foireuse, parce que c'est pas sûr qu'on atteint les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est là par embuscade, qui se réveille quand il y a un problème, alors que la politique c'est prévoir justement. On n'a rien prévu. Cette canne nous a été attribuée par un compatriote, Issa Hayatou, pour pas le citer, en 2014. On se réveille en 2017 pour commencer à construire des stades. Avouez que c'est quand même assez pathétique. Donc voilà, aujourd'hui, en quoi nous mène encore éventuellement un septennat de M. Biya. Okay. C'est le chaos généralisé. Okay, merci. Et c'est une honte pour le Cameroun. Voilà, bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 éléments qui vont constituer l'essentiel du 20h. Nous parlerons de sport ce jeudi, notamment avec le retard observé dans la construction des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019. Tenez par exemple, le stade qui est en cours de construction à Japoma ne pourra être opérationnel qu'à 3 mois de la CAN prévue en 2019 au Cameroun. Qu'est-ce qui explique ces changements de date de livraison de ce chantier? C'est à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons de la finale de la Coupe du Cameroun. Sa date est encore inconnue et pourtant des menaces de sanctions planent sur le potentiel vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun. Et pour cause, le Cameroun doit participer aux phases éliminatoires de la Coupe de la CAF prévue d'ici fin novembre 2018. Pendant ce temps, rien ne filtre sur la date officielle de la tenue de cette finale de la Coupe du Cameroun. Nous parlerons également des questions économiques et financières avec ces nouvelles taxes introduites dans ce projet de loi de finances 2019 qui est en examen à l'Assemblée nationale, notamment le secteur de la friperie, mais aussi les téléphones portables. Et ces nouvelles taxes, comment vont-elles être appliquées? Quelles sont les réactions des économistes au sujet de la nouvelle stratégie et politique fiscale du gouvernement? C'est à suivre dans le journal de 20h. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après pour le débrief, deuxième partie Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Célestin Diamène du MRC, Mbambok Yebga du Manidem sur ce plateau,
également Georges Semé, journaliste, et Marcus Madeki de l'AFP. Je commence avec vous, Marcus Madeki. Le gouvernement qui annonce comme ça que 19 sécessionnistes ont été neutralisés. C'est la matérialisation de ce que le président a dit dans son discours du 6 novembre, que le gouvernement répondra par la force aux attaques des sécessionnistes. Je l'ai dit tout à l'heure, la solution militaire n'est pas du tout la bonne. Nous devons aller vers un dialogue inclusif, écouter les leaders, écouter les populations. Les arrestations, oui, mais aussi on voit bien à travers les vidéos et les photos qui nous parviennent qu'il y a de plus en plus de morts. Des morts du côté civil, des morts aussi du côté de nos compatriotes en charge des défenses et de sécurité. Ce sont des morts de plus et ce sont des morts de trop. Ce sont nos cousins, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, ce sont nos voisins et ça fait très très mal. Surtout lorsqu'on est convaincu que la solution est tout à côté. Donc les Camerounais ont déjà... Tout à côté, c'est-à-dire? Tout à côté, c'est-à-dire que les propositions qui ont été faites à nos gouvernants sont des propositions assez objectives qui rétabliraient la paix dans cette région-là. Parce que le reproche que nous faisons à nos dirigeants, nous pouvons aussi le faire à ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire à ceux de nos compatriotes qui ont décidé de prendre les armes. Nous ne prenons pas les armes, ce n'est pas pour dire que nous ne nous sentons pas abusés, que nous ne nous sentons pas isolés, exclus de la gestion de notre pays. Le président parlait de frustration dans son discours d'ici. Oui, les frustrations sont énormes. Et je vous dis que au fur et à mesure que vous ne parvenez pas à trouver des solutions aux personnes qui sont frustrées, ces personnes-là se radicalisent. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Votre enfant, votre fils, votre fille en bas âge, lorsque le matin, celui-ci ou celle-ci se réveille et qu'à une certaine heure, elle sent qu'il n'y a pas de solution au niveau de son estomac, l'enfant se radicalise. Oui, oui. Non, vous appelez, bien sûr, vous appelez l'enfant. L'enfant ne réagit pas, l'enfant ne vient pas vers vous. Pourtant, quand l'enfant a mangé, quand l'enfant est épanoui, dès que vous l'appelez, il vient vous embrasser. Donc, vous comprenez très bien que certains de nos compatriotes sont fâchés pas le pays, pas contre la nation, mais contre les dirigeants qui sont en charge de pouvoir réguler, de pouvoir partager les différentes richesses qui appartiennent à notre nation. Et moi, je voudrais dire, il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard de pouvoir dialoguer. Il n'est pas tard de pouvoir tendre la main à ceux qui disent non, tendre la main à ceux qui se sont radicalisés. Je dis, à un moment, lorsque on a même raison, il faut savoir un peu faire profil bas et dire, mon frère, ma soeur, je sais que je t'ai offensé. Je sais peut-être dans mon fond intérieur que j'ai raison, mais je te tends la main en signe de fraternité, en signe d'amour et en signe d'amitié. Donc, il faudrait que l'État du Cameroun, qui n'est pas un État faible, parce que l'État n'est jamais faible, l'État peut avoir raison, l'État peut se tromper sur plusieurs cas. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on a des problèmes, pas toujours avec les institutions, mais avec ceux qui les incarnent. Oui. Ça, on l'a vérifié il y a 1 ou 2 jours avec un préfet néo-retraité qui a pris une décision assez malheureuse à Yabassi, par exemple. Donc, ils sont assez nombreux comme ça dans la République qui, au nom de l'État, prennent des décisions assez embarrassantes. Et moi, il faudrait à un moment que le président de la République, malgré le fait qu'il n'ait pas l'assentiment de la majorité des Camerounais, malgré le fait que les Camerounais d'ici et d'ailleurs ne croient pas en lui, ne lui ont pas accordé une certaine légitimité, mais il peut nous embarrasser. Il peut nous embarrasser en prenant un certain nombre de décisions, par exemple, c'est-à-dire en mettant des hommes et des femmes à des fonctions assez acceptables, des personnes dont nous sommes convaincus d'une certaine notoriété sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan déontologique. Tout à l'heure, nous parlions du budget, de la présentation du
du projet par le Premier ministre. Oui. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une fois de plus, le président de la République, je ne sais pas si c'est sortant ou en poste, a manifesté encore de l'incohérence. Lorsqu'on sort d'une élection présidentielle, la première chose à faire, c'est de nommer un gouvernement. Même si nous ne croyons pas en ce gouvernement-là. Mais je dis, regardez un peu, les Camerounais voyagent beaucoup. Je ne parle pas de l'Europe ou bien de l'Amérique. Rien qu'au niveau de l'Afrique, quand vous regardez en Guinée équatoriale, quand vous regardez au Rwanda, quand vous regardez au Nigeria qui s'apprête à faire une élection présidentielle, s'il te plaît, là-bas, à 2 tours, où on n'a pas besoin des représentants. Parce que dans ce match de football, par exemple, vous n'avez pas des représentants des équipes qui participent à l'arbitrage. Vous avez des personnes désignées qui prennent des décisions assez justes. Donc, il faudrait que nos dirigeants se mettent un peu au-dessus du fanatisme de certains Camerounais qui se sont rebellés, parce que nous disons à ces compatriotes-là, la solution, ce ne sont pas les armes. Il faudrait qu'ils nous retrouvent dans le combat institutionnel, malgré les difficultés, malgré les ombrages. Ok, bon, il y a justement, dans le discours du 6 novembre, le président demandait à ceux-là qui ont pris les armes de les déposer. Alors, c'est un problème délicat, parce que quand le président le dit, j'ai regardé une vidéo de Éric Tindjé qui parlait de Paul Biya il y a 30 ans, où le président prend une décision de faire quelque chose, de faire quelque chose, et ses collaborateurs disent le contraire. Et c'est ce contraire-là qui est appliqué. Et le président reste tranquille, il ne fait rien. C'est bien que le président prenne des décisions, qu'il dise ce qu'il a dit. Et comme Marcus l'a dit, la solution sécuritaire au sud et au nord-ouest n'est pas militaire, est politique. Et si on maintient la guerre, cela voudrait dire que ça cache quelque chose. Je vais juste prendre un exemple. Pour ceux qui ont suivi le témoignage des nationalistes que les autres appellent maquisards, qui disaient qu'à cette époque, les militaires français les arrêtaient et les relâchaient parce que si on les neutralisait, ils n'avaient plus rien à faire. Et j'ai envie de revenir dans la situation du nord-ouest et du sud-ouest pour dire que si on maintient la guerre, au lieu d'apporter une solution politique, ça veut dire qu'il y a des intérêts derrière cette guerre-là. Et si le président voudrait donc que ça finisse, c'est pour ça que je parle de la vidéo de Éric Tindjé, où le président prend une décision et ses collaborateurs font le contraire. Alors s'il voudrait que ça finisse, il faut que ça finisse. Mais si ça ne finit pas, ça veut dire que ceux qui entretiennent cette guerre ont des intérêts. Et ça, il faut regarder cela. Ok, Jean Semé, 19 morts, comme disait Marcus, c'est trop. Oui, il y en a déjà eu à l'appel depuis le début de cette crise. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'action militaire est indispensable. Donc vous êtes pour la militarisation? L'action militaire, j'en viens. L'action militaire, elle est indispensable. Parce qu'il y a justement ce débat-là, démilitariser. D'autres pensent qu'il faut maintenir l'armée. Bien évidemment, je parle de l'action militaire, elle est importante parce que, bien évidemment, l'intégrité territoriale du Cameroun est menacée et il faut absolument également protéger les biens et les personnes qui subissent les affres de certaines bandes armées sécessionnistes. Mais la solution militaire n'est pas opportune. Et c'est là où je fais la nuance entre l'action militaire et la solution militaire. Et là, je rejoins les autres panélistes qui pensent que le tout militaire n'est pas la solution à apporter à cette crise. Il faut l'adjoindre une solution de négociation et de dialogue. Et pourquoi pas aller plus loin même. L'État ne le fait pas jusque-là. Oui, parce que lorsqu'on s'en tient au discours du président de la République, c'est le tout militaire. Le tout militaire et rien d'autre. Et il va même plus loin en demandant tout simplement à ces belligérants, à cette faction séparatiste de déposer les armes. Et bien évidemment, on s'est aperçu qu'on lui a opposé une fin de non-recevoir parce que il y a encore des attaques qui ont été perpétrées par ces séparatistes du côté du Lébalem où de nombreux soldats du BI ont été blessés et certains tués. Donc, je pense qu'à côté de l'action militaire qui est aujourd'hui de rigueur par nos forces armées, il faut engager une action de dialogue et ouvrir, pourquoi pas, des négociations politiques, puisque la solution à ces problèmes, c'est une solution politique. Et certes,
la crise anglophone est née, ou alors la question anglophone est née de problèmes corporatistes, mais on se rend compte qu'il y a des problèmes politiques sous-jacents, et ce n'est que par des solutions politiques qu'on pourra peut-être arriver à une solution d'apaisement. Donc ça va en totale contradiction avec le discours va-t-en-guerre du président de la République, qui malheureusement n'est pas un discours qui contribuera à ramener l'apaisement ou alors la paix dans les régions du Sud et du Nord-Ouest. Donc il faut que le gouvernement prenne toutes les mesures avec le budget dont on parlait tout à l'heure, pour peut-être prendre toutes les mesures financières et des ressources humaines pour engager un dialogue avec ces séparatistes qui restent des Camerounais. On l'a vu en Colombie avec le FARC. C'était des délinquants, des tueurs, des rebelles. Ils ont été affublés de tous les noms d'oiseaux, mais ils sont revenus dans la République parce que le gouvernement colombien a bien voulu entamer des négociations avec eux. On prendra tout à côté un pays qui nous sert souvent d'exemple, la France, qui a engagé des négociations, des processus de dialogue avec la Corse. Et on en est aujourd'hui à ce que la Corse fait partie intégrante de la République française. Pourquoi pas au Cameroun? Donc il faut la volonté politique, et l'augmentation du budget ne viendra pas certainement résoudre cette crise anglophone. Il faut la volonté politique, mais il faut également les ressources humaines adéquates qui iront rencontrer ces séparatistes qui, comme je l'ai dit, restent encore des Camerounais, et si on leur accorde des possibilités ou alors des leviers politiques, ils reviendront certainement à la raison et laisseront tomber cette idée de séparatisme qui les anime. Célestin Djamène, la guerre fait son temps, peut-être pour vous, n'a pas produit les résultats escomptés. Il faut passer à autre chose? Je pense que le bilan est très triste à l'heure où on vous parle. Il y a environ 854 tués civils et militaires dans cette zone du Cameroun. Il y a 100 000 élèves qui vont pas à l'école depuis maintenant pratiquement 2 ans et demi. Il y a 400 000 déplacés en interne et 40 000 réfugiés à la frontière du Nigeria. C'est un bilan qui est absolument incroyablement cynique et inacceptable, bien évidemment. Donc tout cela à cause d'un pompier pyromane qui a cru qu'il ne relevait pas de sa compétence d'aller dialoguer avec les belligérants ou avec les velléitaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est simple de constater que parmi les séparatistes eux-mêmes, il y a déjà une grave division. Les séparatistes purs et durs ne représentent à peine que 1,5%, pas plus que cela. Donc en vérité, je pense que la plupart de nos frères anglophones ont essayé de mettre la barre extrêmement haute pour avoir au moins le fédéralisme. Parce qu'en vérité, ce qui se pose, il y a 2 problèmes. Il y a un problème institutionnel et un problème de gouvernance. Sur le premier point, je crois que tout le monde sait qu'on a l'histoire du Cameroun. En 1919, l'Allemagne a été vaincue lors de la Première Guerre mondiale. Les Français et les Britanniques sont venus. Les Britanniques dans la partie anglophone, les Français dans la partie francophone du pays. Les vainqueurs se sont partagés. Évidemment. Et en 1922, la SDN les met sous mandat. Et en 1945, après la défaite de la même Allemagne à la Seconde Guerre mondiale, ils sont sous tutelle, effectivement. Et depuis ce temps-là, donc, il y a un vieux contentieux historique qui transparaît aujourd'hui dans les revendications sécessionnistes. Parce qu'en vérité, le problème de fond, c'est que les anglophones pensent qu'ils sont complètement marginalisés et, comment dirais-je, discriminés par les francophones. Et donc, il y a une espèce de francophonisation rampante de la culture et de la société anglophone, parce qu'ils considèrent qu'ils ont une spécificité culturelle qui n'est pas prise en compte par les Camerounais de l'autre côté. Donc en vérité, il y a ce premier problème institutionnel qui n'est pas résolu, parce qu'il faut bien revenir à l'accord de Fumban de 1961 et poser les bases d'un véritable, non pas de vivre ensemble, mais de mieux vivre, parce qu'on a toujours vécu ensemble malgré tout. Donc le deuxième problème, c'est un problème de gouvernance. On sait bien que le problème fondamental, c'est une question d'incompétence au plus haut sommet de l'État. M. Biya n'a jamais daigné faire le moindre petit voyage dans la partie concernée, alors qu'il va tout le temps à Washington, à Abidjan, à Genève, etc. Alors que non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est un problème. Le chef de l'État... Non, c'est pas autre chose. C'est un problème actuel, Serge Alain. Je crois que celui qui se revendique être le premier magistrat du Cameroun doit quand même, en cas de crise grave, menaçant l'unité nationale, se déplacer
tout au moins pour écouter les populations qui sont en crise. Il ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il a fait une fois? Jamais. Donc en vérité, il y a un vrai problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a le budget de l'armée. Tout à l'heure, Georges Semé l'a rappelé. Aujourd'hui, quel est le budget qui va être consacré à cette guerre qui est stupide et imbécile? Regardez le cas de l'Angola, l'enclave de Cabinda. Ça fait longtemps que ça dure. C'est pas résolu. Mais c'est de l'argent qui est pompé chaque année pour résoudre la guerre. En Casamance au Sénégal, les années 60, ça demeure encore aujourd'hui. Le cas de la Corse a été résolu après, et encore ça subsiste même encore. Le cas de l'ETA en Espagne, aujourd'hui c'est un problème qui est résolu parce que on a la Catalogne aussi qui n'est pas fini. Il y a le cas du FARC, comme Semé l'a rappelé, 50 ans ça a duré. Donc le tout répressif ne fonctionne pas. À côté de la protection militaire, parce que c'est important que les populations au moins soient protégées des séparatistes qui sont devenus complètement fous, qui brûlent tout, qui tuent tout le monde. Bon, ils sont pas les seuls parce qu'il y a aussi les éléments de l'armée qui tuent les civils. C'est vrai, moi je les renvoie dos à dos. Mais en vérité, il faut à côté de la protection militaire, il faut naturellement l'entente d'un vrai dialogue où le chef présumé de l'État ou le chef illégitime devrait être au cœur. Parce qu'en vérité... Non, je veux pas... Le problème... Le problème, Serge Alain, s'il vous plaît. Il y a un problème politique. Oui, s'il vous plaît. Le problème... J'ai bien compris votre position. Oui, nous sommes des grandes personnes. Je suis en train de dire que le chef des armées, par la Constitution, les pouvoirs qui lui sont conférés, doit être au cœur des négociations. Il doit impulser le dialogue, les négociations. C'est indispensable. Il n'y a qu'un chef pour prétendre le faire, et personne d'autre. On a bien vu le chèque de la descente de M. Yon Filémon, de M. Ngalébibé, de tous les ministres. Ça n'a rien donné. Parce que quand un chef de l'État, entre guillemets, se déplace pour créer un dialogue, ça crée un événement. Ça crée un événement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en vérité, c'est des milliards qui sont engloutis, qui auraient pu servir à beaucoup d'autres choses. Et hélas, aujourd'hui, on en est là. Il y aura toujours des frustrés. Tant qu'il n'y a pas un large débat national, et le fait qu'on a annulé la conférence de M. Toumi n'arrange pas les choses. Non, et c'est extrêmement grave. Cardinal Toumi lui-même dit que ce n'est pas annulé. Lui-même dit que ce n'est pas annulé. Oui, mais c'est un homme qui est bien éduqué. Voilà. Il ne peut pas dire que c'est annulé. Ok. Moi, je me suis moins. Bon, on tombe sur ce problème, la Coupe du Cameroun, la date n'est toujours pas connue. C'est comme ça tous les ans. Alors c'est comme ça tous les ans et on doit le regretter. Et l'adversaire est connu, lui est tout près, il pense qu'il ne veut pas accepter la date qu'on lui propose. Moi, ce qui est Ashanti Kotoko du Ghana. Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est les sanctions qui peuvent survenir, parce que la Coupe du Cameroun peut même l'annuler. Mais quelle image pour notre pays? Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que patriote. Donc, moi, je voudrais à tout prix que cette coupe-là se tienne, parce que là, on leur a donné de l'argent, ils sont prêts pour tout. Chacun. Oui, ils sont prêts pour tout. Mais pourquoi ne pas organiser la date? Et ça me rappelle, je crois, il y a 2 ou 3 ans, on avait demandé à certains partis politiques de ne pas défiler à Yaoundé. Pourquoi? Parce que le chef de l'État ne pouvait pas rester sur place pendant plus d'1h30. Est-ce que c'est les mêmes raisons qui font que pour arrêter la date de la Coupe, il faudrait d'abord essayer de voir l'état de santé du président, essayer de voir son calendrier? Je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que c'est la raison? Je ne sais pas, je m'interroge par rapport à ça, parce que tant que le président n'est pas disponible, mais on ne va pas arrêter la date. C'est ça le véritable problème. Oui, Marcos Mandeki. Non, au sujet du... Cette absence de visibilité. Effectivement. Sur cela peut avoir des conséquences. La finale, cela peut avoir des conséquences assez énormes. Parce que vous savez, les joueurs sont sollicités. Et des joueurs qui ont tenu pendant toute la saison peuvent être sollicités par d'autres équipes en Afrique ou en Europe. Donc, un club, une équipe peut se voir déposséder de tous ces joueurs. Oui. Et ils vont peut-être recruter des nouveaux joueurs, mais qui n'auront pas la licence pour disputer cette finale. Eh bien, lorsqu'on leur donne 10 millions de francs, vous savez, vous pouvez préparer cette finale et ne plus avoir cet argent, parce que l'hébergement, ça a un coût, la nutrition, ça a un autre coût, la prise en charge sanitaire des joueurs a un autre coût, la communication pendant toute cette période a un coût. Donc pour vous, l'enveloppe de 10 millions, c'est insignifiant? Non, l'enveloppe est insignifiante du moment où le temps ne fait que s'écouler. Oui. La préparation devient longue et fatigante, parce que plus vous attendez, plus vous consommez et vous vous fatiguez. Ce qui est valable pour le football en termes
de calendrier sportif peut l'être aussi pour la politique au Cameroun. Dans les pays qui se veulent développer, nous regardons les grands championnats. On sait pertinemment que le championnat va commencer à telle date et va se terminer à telle autre date. On sait que la Ligue des Champions va commencer le mardi de tel jour et va se terminer et on sait pratiquement où est-ce que la finale va se dérouler. On sait quand est-ce que les quarts de finale vont se dérouler, les huitièmes et tout ça. Au Cameroun, pour un calendrier de 18 clubs, on a des difficultés à pouvoir le mener. Je disais tantôt que je peux faire un parallèle. Ce qui est valable pour le football l'est aussi pour la politique. Parce que, justement, au Cameroun, on ne sait pas. Qui peut nous dire quand est-ce qu'auront lieu les élections législatives et municipales dont parle le Premier ministre? Personne ne peut nous le dire. Qui peut nous dire aujourd'hui... Il a dit que c'est en 2019. Mais quel mois, quel jour? Qui peut nous dire aujourd'hui quand aura lieu la prochaine élection présidentielle au Cameroun? Personne. Sénatoriale, personne. Régionale, personne. Donc il faudrait quand même que dans une situation de prise de décision consensuelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que nous mettions en place un mode, un système, un calendrier accepté par tous, qui serait favorable à tous les différents acteurs. Oui, Marcus a raison, parce qu'en vérité, il y a quelques années, la Ligue, on a une Ligue de football professionnel qui avait mis en place un dispositif clair. Chaque club de football de Ligue 1 devrait se transformer en société anonyme. On a même reparti les montants qui devaient être attribués aux différents clubs, n'est-ce pas, à travers les recettes des stades. Il y a un problème de fond qui est complètement éculé, qui est complètement mis de côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas de spectateurs, donc en conséquence, il n'y a pas de recettes. L'État n'a pas besoin de subventionner un club pour préparer, soi-disant, une finale. Ça n'a pas de sens. Si les clubs étaient fixés et respectaient les dispositions de la Ligue de football professionnel, évidemment, ils auraient un autofinancement, ils auraient l'argent nécessaire pour s'entraîner, pour se préparer. Donc, c'est encore du saupoudrage et du gouvernement par embuscade. Et ça, c'est inacceptable. Ok, pour terminer, Jean-Sémé, très rapidement, je constate que politiquement et administrativement, le Cameroun était un État hyper centralisé et ça se constate malheureusement sur le plan sportif. Pour conclure, je dirais tout simplement que le calendrier de la Coupe du Cameroun, du moins de la finale, ne devait plus être tributaire de la disponibilité du président de la République. C'est le président de la République qui devrait plutôt respecter le calendrier qui doit s'aligner par la Coupe du Cameroun. Et tout simplement, je crois que ça va nous éviter ces désagréments sportifs et extra-sportifs. Justement, on sort par là. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, rendez-vous demain 19h pour une autre édition Equinox Soir. Rediffusion pour celle-ci, 23h GMT. Il sera minuit à Matam.